Bonjour, bienvenue dans ce numéro de SF2H TV qui se passe au décours de notre congrès de Lyon qui a été un très grand succès, 1500 personnes sur site, beaucoup de dynamisme scientifique, de convivialité, évidemment beaucoup d'innovation industrielle. Donc avant cet été, l'objectif aujourd'hui ce jour était de faire un petit peu un point sur l'épisode Monkeypox qui évidemment préoccupe chacun. Alors la SF2H n'a pas produit de recommandations spécifiques parce qu'on est membre depuis, je dirais presque toujours, du groupe Corab-Spilf et donc à ce titre on relit tous les documents, donc si vous n'êtes pas d'accord avec les recommandations vous pouvez me le dire personnellement parce que c'est moi qui les ai relus. Donc quel est cet épisode? Donc le Monkeypox, évidemment un orthopox virus qui est une zoonose avec deux souches principales, une au Congo, une en Centrafrique. Donc on le connaît dans ces pays depuis longtemps, normalement assez peu transmissible, R0 à 0,7 pour la souche centrafricaine, à 1 pour la souche du Congo. Mais ça a été abordé lors des dernières JANI à Bordeaux, une épidémiologie qui bouge avec un virus qui était plutôt rural et qui maintenant commence à rentrer dans les villes en Afrique avec de plus en plus de cas. On a eu quelques épidémies par le passé, en particulier aux États-Unis dans le début des années 2000, mais ça restait quand même l'importation de rongeurs contaminés qui avaient contaminé après des chiens qui eux-mêmes avaient contaminé des humains. Et les transmissions interhumaines hors continent africain étaient assez rares. Alors les Anglais avaient analysé déjà une série de cas qu'ils ont eu avant cet épisode. Donc ce qu'ils en tiraient, c'est qu'on a une excrétion chez les patients dans 100% des cas au niveau du nez ou de la gorge et dans plus de 3/4 des cas au niveau urinaire et sanguin. Donc ils avaient aussi décrit pour la première fois un cas de transmission associé aux soins professionnels avec une infirmière qui s'était contaminée. Elle n'utilisait aucun EPI visiblement, au contact d'un patient contagieux. Elle avait eu une vaccination mais à J6 post-exposition. Elle avait fait l'infection. Donc là on est en 2022, depuis mai, dans un épisode assez différent, de grande ampleur, 2000 cas mondiaux, au moins on approche bientôt les 200 en France, donc les 5 pays européens qui en ont le plus dans l'ordre décroissant, c'est la Grande-Bretagne, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne et la France qui se classent en 5e, donc avec ses presque 200 cas. Donc on associe évidemment cette épidémie assez inhabituelle à des événements spécifiques, des événements qui favorisent une dissémination large. On a un épisode de Gay Pride aux Canaries, on a 2 rave parties identifiées à Madrid et à Berlin, qui sont évidemment associés à des comportements sexuels assez prolifiques et donc de multiples opportunités de se contaminer. Donc, mais au-delà de ça, il y a évidemment des cas secondaires qui se propagent hors de ces populations. Donc, qu'est-ce qu'on connaît de l'incubation? C'est, on le sait, entre 5 et 21 jours post-exposition, classiquement. Les seules données sur cet épisode sont celles des Néerlandais, qui ont décrit une cohorte d'une 60aine de patients et ils vont d'une transmission la plus courte à 3,6 jours, à la plus longue à 23 jours. Donc on reste dans la fourchette, mais disons 4-23 jours chez eux, avec en moyenne 8 jours et demi pour l'ensemble des patients. Donc la clinique, elle est pas très différente, c'est souvent donc fièvre ou des symptômes généraux de ce type, des adénopathies parfois et une éruption, c'est le plus classique. Donc en France, il semble y avoir dans les cas français beaucoup d'odynophagie, donc des douleurs à la déglutition. Aucun cas n'est asymptomatique chez nous et tous nos cas sont masculins en France, mais ce n'est pas le cas dans les autres pays et dans le monde. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de la transmission de ce virus? Donc pour se contaminer, il faut avoir un virus en contact d'une peau lésée, mais on estime que même des lésions infravisuelles, donc microscopiques, peuvent être à l'origine de transmission, ou avoir un virus qui rentre en contact avec des muqueuses classiques respiratoires, nez, bouche, œil, et aussi une contamination de type respiratoire qui est aussi recensée. Donc évidemment dans le cas professionnel, avec des patients qui ont des virémies et des virémies même très élevées, on peut avoir des contaminations post-AES, évidemment. Nos précautions standards et la prévention des AES seront une clé de la prévention. Donc est-ce que cette infection doit être classée comme une infection sexuellement transmissible? Il y a un débat, mais globalement, évidemment, la population à risque en ce moment, c'est des populations qui peuvent développer des IST, puisque dans les cas britanniques, les Britanniques prennent en charge ces patients exposés plutôt dans des cliniques IST, ils auront un tiers des patients atteints de Monkeypox qui ont aussi soit une autre IST, avec gonococcie et syphilis le plus souvent. Alors pour le moment, il est possible que le virus se retrouve dans le liquide séminal.
Pour autant, la contamination se fait plutôt par le contact direct avec les lésions contagieuses qui se trouvent dans la zone urogénitale en particulier. Et donc, voilà, la relation sexuelle, évidemment, en contact prolongé avec ces zones favorise la transmission. Donc, on connaît encore peu de choses hein, sur ce virus. Les Anglais disent que pour le moment, il n'y a pas pour eux aucune contamination en phase asymptomatique. Ça semble être le cas, mais ça reste encore à découvrir. Ils ont génotypé le virus par rapport à la souche centrafricaine, puisque c'est la souche entre guillemets la moins virulente qui est concernée là. Il y a quand même 40 mutations par rapport à la souche d'origine. La moitié pourrait coder une augmentation de la transmission, mais on ne le sait pas au jour d'aujourd'hui. Donc il y a peut-être des choses encore à découvrir. Moi, j'ai retrouvé qu'un seul modèle animal, donc de contamination avec le virus centrafricain chez des écureuils dits rouges. Donc la contamination artificielle se fait soit en intranasal, soit en intradermique. Donc tous les écureuils sont contaminés. Ils ont une excrétion du virus qu'on retrouve au niveau nasal, qu'on retrouve au niveau buccal, qu'on retrouve aussi au niveau rectal et aussi au niveau oculaire avec souvent des lésions associées. Donc en général, les excrétions surviennent quand il y a déjà des premiers symptômes, mais pas forcément de la zone concernée. Donc ce qui a été décrit aussi, qui est intéressant, ils avaient un animal sentinelle qu'ils n'ont pas contaminé et qui était avec les autres pendant l'anesthésie, et il a développé la maladie. Donc ils estiment qu'il y avait probablement une forme d'aérosol de proximité qui a contaminé cet animal-là. Donc quelle est la prévention aujourd'hui de ça? C'est évidemment une prévention par contact, c'est le plus important, c'est-à-dire ne pas toucher des lésions contagieuses, donc à la fois les lésions, mais aussi l'environnement proche du patient qui peut être contaminé. Donc ça, c'est la précaution contact. On a aussi cette gestion de l'aérosol de proximité. Hein, la C2H travaille actuellement sur la rénovation en 2023 des précautions air gouttelette. Donc on verra ce que sera la terminologie adoptée par le conseil scientifique, mais on a cette dimension de continuum de gouttelettes et d'aérosol de proximité avec un virus qui est quand même grade 3 dans la classification OMS, donc avec un potentiel de dangerosité important. Donc évidemment, contrôle de la source, on va couvrir les lésions le plus possible. Quand c'est des lésions de la bouche, on va mettre un masque au patient s'il peut le supporter. Et pour les professionnels, donc on a dit, des précautions contact, pas d'exposition cutanée avec l'environnement et la peau contaminée, et une protection respiratoire qui, dans toutes les recommandations FFP2, on est émergent. Là, honnêtement, ce qu'on veut dans ce cas-là, c'est 0 cas professionnel. Alors c'est vrai qu'on dit que la maladie n'est pas grave, elle n'est pas grave si on ne l'a pas. Hein. Je veux dire qu'on n'en meurt pas, c'est évident, il n'y a pas de mortalité en France. On peut avoir des cas très graves chez les immunodéprimés avec des pneumopathies, avec des encéphalites, avec des kératites. Mais c'est plus rare, mais quand même, c'est des lésions extrêmement douloureuses. Toutes les hospitalisations anglaises sont liées à la douleur. On ne sait pas encore ce que peuvent donner quand même les séquelles esthétiques, parce qu'il y a quand même des croûtes sur le visage et des choses qui sont assez marquées. Donc, ce n'est pas une maladie forcément très agréable à avoir. Et pour un professionnel, on espère l'éviter. Donc, c'est masque FFP2 chez nous, et les Anglais disent bien, eux, c'est comme dans la lignée du Covid, c'est FFP3, mais ils refont le fit test à chaque professionnel qui va prendre en charge ses patients. Donc à la SF2H, pour ceux qui étaient à Lyon, on a commencé à démarrer avec les NRS et le GRS et fit test, pour montrer comment ça marche. Il faut aussi qu'on aille vers ça pour une meilleure sécurité des professionnels. Donc sur cet épisode, il faut être prudent, les mesures sont en place. La post-exposition, on sait que la vaccination est évidemment bénéfique, donc elle se fait préférentiellement jusqu'à J4, donc avant qu'apparaissent potentiellement puissent apparaître les symptômes, et on peut la faire jusqu'à J14 s'il n'y a pas de symptômes. Il faut les rechercher, et puis là, pendant cette période-là, on peut être contaminé, donc il faudra prendre des précautions pour faire la vaccination. Donc c'est des vaccins de 3e génération qui sont non répliquants, et il y a eu des débats assez intéressants au niveau des JNI récemment pour se dire est-ce qu'il ne faudrait pas faire de la vaccination préventive aux populations les plus à risque. Par exemple, les sujets qui prennent déjà la PrEP pour éviter le VIH pourraient peut-être bénéficier de cette prophylaxie. Donc il y a encore des questions, il y a encore des éléments, on sait maîtriser, mais je crois qu'il faut être pragmatique et continuer de suivre les choses. Vous avez une très bonne page sur le site du REPIAS qui met à jour l'ensemble des recommandations, donc n'hésitez pas à la suivre et puis partagez largement avec nous vos questions, vos interrogations, si vous en avez évidemment. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc il y a l'épidémie de Covid qui continue aussi, mais on va la suivre pendant cette période estivale. Quand même, prenez du repos, profitez de vos vacances et puis je vous dis à bientôt pour la suite des aventures SF2H.